c'est François Alluot II. Voilà, l'ancien. Et la porcelaine, pourquoi Limoges la porcelaine? Vous le savez, je suppose, quand même. On n'est pas très loin. La découverte du kaolin en 1711 à Marcognac, près de Saint-Thirier-la-Perche. Vous connaissez un petit peu la région? Oui. Alors, bien sûr, il y avait ce kaolin, la découverte du kaolin, mais il fallait aussi le bois pour la faire cuire. Et c'est pour ça que le Limousin était approprié, hein, puisqu'on est même le site là, tous les sites en principe étaient construits pas très loin des bords de Vienne. La Vienne est juste là, un petit peu plus loin. Autrefois, quand vous savez que la Vienne arrivait à inonder là, les sites, oui, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture hein, à l'époque. Alors c'est pour ça que les sites étaient très près de bord de Vienne, parce que le bois arrivait par flottage sur la Vienne. Nous allons découvrir dans le bâtiment qui est là en face, c'est où nous allons aller, un four, le seul qui reste sur 135 sur Limoges, qu'il y avait à l'époque. Il y avait 135 fours et qui ont fonctionné, le dernier là, qui a fonctionné jusqu'en 1957. Alors là, vous allez découvrir, nous le thème de notre exposition cette année, c'est le bois flotté. Le bois flotté, vous allez le découvrir par des cimaises, car vous savez que ce bois qui était très important, car il en fallait pour une cuisson qui durait plus de 40 heures. Il fallait qu'ils y restent plus de 40 heures hein, devant leur four. Pour les monter en température, hein, on va les voir tout à l'heure, il fallait 100 mètres cubes de bois. Vous imaginez? Il y avait 8 cheminées autour de chaque four et qui fonctionnaient tout le temps. Il fallait qu'ils gardent toujours la même cadence dans leur foyer pour que se fasse bien la flamme renversée. C'est ce qu'on appelait des fours à flamme renversée. Là, par contre, alors cette cimaise vous démontre bien les ramiers qu'ils construisaient sur la Vienne. Vous avez vu? Ça ressemble d'ailleurs un petit peu les tréteaux que nous avons là. On a voulu faire un petit clin d'œil à un jeune qui a repris la manufacture familiale de ses parents sur Bussière-Galant. Vous connaissez peut-être un peu sur la région. Il fabrique des choses, des bancs, des tabourets, des tréteaux en châtaignier. Alors par contre, le bois que l'on brûlait autrefois, ce n'était pas du châtaignier, c'était de l'orme et du chêne. Il compensait par ces deux bois. Alors l'orme cuisait très bien la porcelaine, se consommait lentement et repoussait par contre très bien. Il y a différentes façons de donner forme à une pièce de porcelaine. Vous avez le coulage avec la barbotine dans un moule, que je vais vous faire voir là-bas, où on a le calibrage. Alors le calibrage, prenez-vous de ce côté. Le calibrage, il se fait avec, on reçoit la pâte, ce sont les mêmes composants, mais c'est la pâte en boudin, vous savez, comme de la pâte à modeler. Un gros rouleau de pâte à modeler, kaolin, feldspath et quartz, hein, c'est comme de la pâte à modeler. Et là, autrefois, il la coupait avec le fil à beurre. Alors, là, je vais vous faire voir comment on coule une pièce, le façonnage, et les étapes avant que ça n'arrive sur votre table. Et vous allez voir que même encore aujourd'hui, c'est quand même très long. Car beaucoup de manufactures coulent encore leurs pièces, toutes les pièces de forme, c'est-à-dire théières, soupières, légumiers, tout ça, les beaux vases, tout est coulé encore à la main. Alors avant d'avoir un moule comme ceci, il y a un établisseur. L'établisseur, c'est la personne qui va créer un noyau. C'est un noyau en résine. Alors les décors de l'époque, rappelez-vous, les rois y chassaient beaucoup. Alors il y avait beaucoup sur les porcelaines anciennes, des chasses à cour, hein, les circuits de chasse à cour. Il y avait la cour du marquis à la marquise, qu'on retrouve aujourd'hui sur les bleus de four. Par contre, les assiettes en bleu de four, on n'en fait plus. Pour manger, hein. Il y a des oxydes, voilà, c'est toxique. Alors ça servait, ces petits regards, à contrôler la flamme, la couleur de la flamme et aussi quand il y avait de la fumée. Hein. Parce que quand il y avait un temps comme aujourd'hui, il fallait qu'il fasse extraire la fumée. Le bois, quelquefois, n'était pas ultra sec. Alors c'est pour ça qu'ils enlevaient tout autour là, des fours, des gros bouchons. Vous les avez là, les bouchons. Ils les enlevaient et faisaient s'extraire la fumée. Alors, là, on est devant l'entrée du globe. Ceux qui sont l'Est,
monterons jusque-là pour regarder, on la voit d'ailleurs d'où vous êtes, une photo où vous voyez les gens en train de charger. Et là, avant qu'ils ne chargent, eh bien là, ça, cette réfractaire, cette gazette. Alors pourquoi gazette? Normalement, c'est une casette. Mais c'est que les enfants n'arrivaient pas à dire casette, ils disaient gazette. Alors c'est resté ce mot. Ces petits colombins appelaient ça une gazette. Alors c'est une réfractaire qui est poreuse, mais qui protégeait la porcelaine de la flamme autrefois pendant les cuissons. Et l'enfant colombin, pourquoi colombin? Eh bien c'est parce qu'il colombinait, c'est-à-dire qu'il saupoudrait le fond de la gazette de kaolin, avant d'y mettre, là c'était pour un bol, hein, le bol pour éviter qu'il ne colle à la cuisson. Et il y en avait au total par four 16 000 pièces. Ça vous dit, le travail? Et ça c'est une des plus petites, puisque c'était pour le bol limousin. Vous avez vu les bols qui se faisaient à l'époque, hein? Eh ben, ils ne buvaient pas de thé ou de café le matin. C'est la soupe. Ils mangeaient la soupe et puis le chabreau. Là, on passe devant une vitrine où vous connaissez tous les établissements Legrand. Alors, mais Monsieur Legrand n'a pas démarré par la porcelaine isolante. Il a démarré par la porcelaine tout court de table. Tout ça, c'est Legrand qui fabriquait. Et juste après la première guerre de 14-18, ils se sont rendus compte qu'il fallait de l'isolant. Des vêtements en toile de jute. Vous savez, les sacs à patates. Des moufles en toile de jute, car les réfractaires qu'ils attrapaient, ils y restaient que quelques secondes. Hein. Ils ne pouvaient pas plus, hein, de toute façon. Ils y restaient quelques secondes, mais ils avaient les moufles pour attraper une réfractaire. Ils en ressortaient, mais sumectés d'eau avant de rentrer. Hein, quand même. Et c'était un travail vraiment très pénible. Hein. Ceux qui défournaient, ben, non, ils n'avaient pas de masque. Ça n'existait pas, monsieur. Ils ne se cuisaient pas avant? Ben, il faisait très chaud. Ils n'avaient pas de surplus pondéral. Hein. Là, on va rentrer à l'intérieur du four. Vous allez voir, c'est très joli d'ailleurs. Et je vais vous faire voir comment fonctionnait exactement ce four. C'est quand on rentre à l'intérieur qu'on s'imprègne mieux du lieu, car vous savez, il reste quelque âme dans ces fours. Et quelque part, on leur rend hommage. Les zones à courant d'air, il n'y avait pas de vitres autour des bâtiments, parce que le vent s'engouffrait dans les foyers pour donner du tirage et monter la flamme vers le haut, là-haut, qui cuisait à 900 degrés, et elle redescendait car elle était rappelée par les trous là que vous avez au sol. Hein? Elle faisait ce tour-là, comme ça. Elle tournait, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils gardent toujours la même cadence, hein, de feu dans leur foyer, pour que se fasse bien cette flamme renversée. Hein? Voilà. Et je les ai vus.